Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Fatima Ouassak, je suis porte-parole du Front de Mer et je suis ravie de participer à cette conférence éco-socialiste à l'invitation d'Anouk Essiad et de son équipe, que je remercie pour l'organisation et pour l'invitation. Donc, pour intervenir sur cette question des stratégies en matière de justice climatique et des autres mouvements sociaux, et en particulier savoir en quoi la période d'épidémie de coronavirus et du confinement total décidé par l'État qui s'en est suivi, en quoi ça a modifié en fait nos stratégies de lutte pour un monde plus égalitaire, plus juste, plus respirable. Alors je parle là en tant que porte-parole du Front de Mer, je parle en tant que militante politique, militante des quartiers populaires, et j'ai une approche pour ces questions-là qui croise la question du territoire, la question de classe et la question raciale. Alors, qu'est-ce qui est apparu comme presque nouveau pendant cette période de Covid et confinement? La question des inégalités structurelles, dont on a un petit peu plus parlé que d'habitude. Enfin, nous, le Front de Mer, on travaille sur ces questions des inégalités depuis longtemps, mais en tout cas, elle est apparue dans le débat politique et médiatique, est apparue comme plus présente. La question des inégalités structurelles, alors en particulier la question des inégalités scolaires, des inégalités dans l'accès aux soins, des conditions matérielles pour supporter ou non le confinement, avec la question des appartements exigus, des densités de population importantes. Alors moi je vis et je milite en Seine-Saint-Denis dans le 93, et on a notamment beaucoup parlé de la surmortalité sur ce département et des risques importants que prenait la population qui travaillait dans un sous-marché du travail et qui donc potentiellement, enfin les livreurs, les caissières, les fameux livreurs, les fameuses caissières, etc. Donc voilà, et donc qui témoignait d'inégalités donc structurelles massives. Ça c'est le premier élément. Puis le deuxième, la question de la répression policière, dont on a aussi pas mal parlé, et pour cause, puisqu'il y a eu au moins 10 morts, 10 personnes qui ont été tuées dans le cadre d'interventions policières, sans compter les mutilés, les blessés, les gardés à vue, les personnes qui ont été insultées, etc. Alors, sur ces deux éléments, inégalité structurelle et répression policière, en réalité, il n'y a rien de nouveau, simplement ça a été exacerbé, mais il n'y a rien de nouveau, c'est évidemment les deux revers d'une même médaille, c'est-à-dire que l'État réprime davantage les personnes qui subissent le plus d'inégalités, l'État réduit les libertés fondamentales, notamment la liberté de circuler dans l'espace public, des personnes qui lui paraissent comme étant appartenir à une classe dangereuse, à une classe menaçante. Donc c'est absolument normal entre guillemets qu'on réprime les personnes les plus opprimées, et c'est ce qui s'est passé pendant cette période de confinement. Donc rien de nouveau. Alors moi je travaille surtout sur deux dimensions, la question du pouvoir et la question du territoire. J'y reviendrai tout à l'heure, et notamment puisqu'on parle de stratégie, notamment en termes stratégiques. Mais il y a quand même quelque chose moi qui m'a particulièrement qui m'est apparu comme comment dire, frappant, fondamental, c'est l'état de sidération dans lequel j'ai été. Je ne suis pas la seule, et j'ai vraiment vécu ça comme une violence psychique. L'état de sidération dans lequel j'ai été lorsque je me suis rendu compte très vite, quand a été annoncé le confinement et ce qu'on a appelé l'état d'urgence, que l'État appelait l'état d'urgence sanitaire. L'état de sidération de voir que notre sort est le sort de nos enfants, notamment nous qui habitons les quartiers populaires, les personnes de classe populaire, les descendants de l'immigration postcoloniale. Notre sort était entre les mains d'une poignée de personnes qui vivaient dans un certain confort, qui avaient décidé du confinement total, mais parce qu'elles pouvaient circuler dans des forêts, sur des plages, à côté de leur résidence secondaire, etc. Et que notre point de vue, nous qui habitions dans des appartements exigus, qui avions la police sur le dos, etc., notre point de vue n'avait absolument pas été pris en considération. Et donc de constater, et c'est vraiment ça qui est de la violence psychique, de constater en fait que nos libertés fondamentales pouvaient être réduites autant et en plus pour notre bien, et en nous stigmatisant, c'est-à-dire que c'est pour notre bien, que c'est pour notre sécurité qu'on réduit, qu'on nous empêche en fait de circuler dans la rue, et si on n'est pas content, il y a la police qui est là, avec cette expression restez chez vous, que je trouvais personnellement totalement insupportable, qui circulait beaucoup dans les médias et les réseaux sociaux, parce que c'était pas restons chez nous, nous qui avons bien réfléchi et regardé un peu la situation, qui avons donc décidé de rester chez nous,
Non, c'était restez chez vous, vous, quoi. Et vous, voilà, on sait très bien, et c'est ce qui a vraiment circulé dans les médias, des représentations très racistes sur qui devait rester chez soi, quoi, enfermé. Alors, dans tout ça, moi, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que l'écologie, l'outil écologique était un outil de libération et qu'il était fondamental, notamment pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires, notamment les personnes de classe populaire et notamment les personnes de classe populaire descendantes de l'immigration postcoloniale. Outil de libération parce que pour moi l'écologie c'est l'accès à l'espace en fait, c'est l'accès au territoire, l'accès au dehors, l'accès à l'environnement, à l'air, le fait de pouvoir respirer, de ne pas être dépossédé, de ne pas être assigné. Voilà, pour moi c'est ça l'écologie, et ça a d'autant plus de sens pour des personnes, des populations dont je fais partie, qui n'avons pas accès à l'espace public, en tout cas qui ne pouvons pas y exister à égalité, qui ne pouvons pas y exister politiquement dans l'espace public, et qui voilà, personnes qui sommes entravées en fait dans notre existence politique, dans notre circulation. Donc pour moi l'écologie elle a tout son sens, et elle doit être centrale plus que jamais. Alors les deux questions que je posais tout à l'heure, la question du pouvoir et la question du territoire. Donc le pouvoir parce que il s'agit de reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué. Je disais le pouvoir que l'on a sur le sort de nos enfants en fait. Voilà, c'est reprendre ce pouvoir-là et être offensif là-dessus, reprendre le pouvoir politique et aussi réoccuper le territoire dont on essaie de nous chasser, nous et nos enfants, et puis avec le droit, donc c'est pour ça que je parle des libertés fondamentales, le droit d'y exister, y compris politiquement, encore une fois, et d'y organiser politiquement, concrètement, en fait, dans l'espace public, le droit d'y circuler librement, donc, simplement, le droit d'y manifester, le droit pour nos enfants d'y jouer, mais c'est quoi? C'est jouer, faire du vélo, quoi, faire de la trottinette, jouer au foot, voilà. Quand on sait à quel point nos fils, nos enfants, mais nos fils en particulier, sont entravés dans le fait de pouvoir jouer dehors, quoi, simplement d'être dehors, d'exister dehors. Et alors, puisqu'il s'agit de stratégie, je l'ai déjà dit, mais là ça me conforte encore plus sur cette idée-là, dire à quel point les mères, pour moi, les mères de famille, ont un potentiel politique et stratégique énorme, quoi, immense. Alors quelques points rapidement, mais je sais qu'on aura l'occasion là d'en discuter, de pouvoir échanger là-dessus. Alors au-delà de la stratégie, pour moi il s'agit de nécessité déjà parce que nos enfants dans les quartiers populaires, nos enfants dans les classes populaires, nos enfants issus d'immigration postcoloniale, nos enfants ont encore plus besoin de nous, leurs mères, que les autres. Voilà, parce qu'ils subissent plus de violences sociales, ils subissent plus d'oppression, plus de discrimination, donc on doit être là pour les protéger, quoi. Donc voilà, déjà c'est cette première nécessité. Aussi parce que, et ça renvoie à mon parcours personnel en tant que mère, moi j'ai pas eu les outils politiques pour me défendre face aux oppressions que je subissais, que subissent mes enfants, en tant que mère, parce que les mères, c'est un sujet politique qui n'existe pas, elles sont coincées entre les parents et les femmes. Et les parents sont organisés politiquement, les femmes sont organisées politiquement, pas assez, mais elles le sont, voilà, c'est tous les mouvements féministes. Les mères ne sont pas organisées politiquement, alors qu'elles sont opprimées, elles peuvent subir des oppressions en tant que mères, et que leurs enfants subissent des oppressions. Et alors, en termes stratégiques, pour moi, c'est intéressant, c'est important, en fait, de mobiliser cette figure de la mère et de lutter en tant que mère, et d'assumer de le faire en tant que mère. En termes stratégiques, ça s'inscrit, en fait, dans l'histoire des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Depuis 30 voire 40 ans, en fait, les mères des quartiers populaires luttent en tant que mères. Voilà, c'est pas reconnu comme tel, mais elles luttent en tant que mères. Il y a un certain nombre d'expériences historiques qui peuvent montrer que les femmes dans les quartiers populaires n'ont pas hésité, en fait, à mener des luttes, et ça n'a dérangé personne de se mettre derrière. Donc il y a un vrai potentiel là, il y a une histoire en tout cas sur laquelle on peut s'appuyer pour remobiliser ça, en fait, des représentations autour de la mère comme puissance politique, quoi. Donc il y a cette mise en perspective historique qui est importante, qui est intéressante, aussi parce que stratégiquement, la question des mères, les enjeux liés aux mères, sont des enjeux qui sont à la croisée, je pense, moi en tout cas on peut le mobiliser comme tel, à la croisée entre des enjeux écologistes et les enjeux traditionnellement défendus dans les quartiers populaires. Donc c'est vraiment à la croisée entre écologie et quartiers populaires. Alors rapidement dire que le Front de Mer, depuis
pratiquement 5 ans maintenant, est justement à la croisée entre écologie et quartier populaire. On a mené un certain nombre de luttes, notamment autour de la question de l'alimentation, avec des partenaires, des organisations écologistes comme Greenpeace, comme l'Association végétarienne de France, comme L214, comme d'autres, voilà. Et on essaie vraiment de stratégiquement, en fait, d'être sur ce segment-là. Et ça a donné des luttes de plusieurs années, mais surtout des victoires. Donc on peut s'enorgueillir de ces victoires, et voilà. Et les victoires, c'est aussi un enjeu stratégique fort, parce qu'on peut d'autant plus mobiliser, notamment dans les quartiers populaires, mais de manière plus générale, tout le monde, quoi. On peut mobiliser à partir du moment où on dit, voilà, on n'est pas en train de faire n'importe quoi, regardez la preuve, ça marche en fait, on a gagné, donc on peut gagner encore plus. Donc vraiment cette question de l'alimentation, puis on a travaillé aussi sur la question des ascenseurs en panne, etc., et toujours avec une démarche d'éducation populaire, mais une démarche écologiste. Et puis là, de plus en plus, on essaie de travailler avec, alors en l'occurrence, je vous parle d'une dynamique qu'on est en train de lancer là depuis quelques années, surtout quelques mois, et puis qui va, j'espère, monter en puissance, avec le comité Adama, donc le Front de Mer, le comité Adama, avec une organisation comme Alternativa. On est en train vraiment de travailler sur des enjeux politiques autour du territoire, vraiment. Mais alors, on appelle ça le territoire quand on est quartier populaire, mais à un moment donné, je pense que nous aussi, on va assumer d'appeler les territoires, les terres, en fait, nos terres, parce qu'on est chez nous, et la terre, en fait, voilà, et dire qu'on a le droit d'y respirer, voilà, et qu'on n'est pas condamné à mourir sous le poids de 3 gendarmes, mais comme on n'est pas condamné non plus à vivre à côté de l'échangeur autoroutier. Moi, j'habite à Bagnolet. Juste à côté de là, je vous parle, je suis juste à côté de l'échangeur autoroutier. C'est l'un des endroits les plus pollués d'Europe. Voilà, moi, je ne veux pas que mes enfants soient condamnés à respirer aujourd'hui ce qui va les tuer demain. Donc voilà, donc il y a des enjeux comme ça, comme l'air, la respiration, l'occupation de l'espace public, etc., qui sont tout à fait communs en fait aux organisations écologistes comme aux organisations des quartiers populaires en France. Et vraiment, je pense moi que stratégiquement, il y a quelque chose à faire là-dessus. On a déjà fait, et voilà, encore une fois, j'espère que ça va monter en puissance. Voilà, sur ces éléments stratégiques, voilà, j'en dis pas plus parce que il me reste plus beaucoup de temps. Mais voilà, je sais qu'il est prévu qu'on puisse en discuter tous ensemble, et j'en suis ravie. Donc voilà, au plaisir de pouvoir échanger avec vous, voilà, tout de suite, ou à bientôt. Voilà. Hi everyone, my name is Paula. I'm one of the spokespersons from Ende Gelände, and today I'm Bonjour, je m'appelle Paula. Je suis l'une des porte-paroles de Ende Gelände. Et aujourd'hui, je vais vous parler de notre stratégie et de nos moyens d'atteindre la justice climatique. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui. Ende Gelände est une alliance contre l'exploitation du lignite, et nous faisons partie du mouvement européen de justice climatique. Nous sommes les personnes qui bloquent des transports de charbon par train et des mines. Vous connaissez peut-être les images des personnes en combinaison blanche qui bloquent des mines de lignite, et ça, c'est nous. Théoriquement, j'aurais en fait de très bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Dans quelques jours, le Parlement allemand va adopter une loi qui aurait dû en fait décider la sortie du charbon, de l'électricité à base de charbon. Alors tout va bien, pourquoi ne pas faire la fête? On pourrait regarder des films au lieu de regarder des vidéos instructives. Malheureusement, il n'y a pas de vraie sortie du charbon pour la production d'électricité. Le Parlement repousse artificiellement la date de la sortie du charbon à 2038. Et donc, la sortie du charbon se fera beaucoup plus tard en Allemagne que dans d'autres pays de l'Union européenne. Cette loi prévoit des compensations pour les entreprises du secteur d'énergie. En fait, il les paye pour les dommages environnementaux dont ils sont responsables. Et il y a même encore plusieurs villages qui vont être détruits pour faire place aux mines de lignite, malgré cette loi. Il y a même encore une nouvelle centrale au charbon, Datteln 4, qui a été mise en exploitation récemment. Et à cause de Corona, on n'a pas été en mesure d'essayer d'empêcher cette mise en service de Datteln 4.
Donc, en fait, on n'a rien à fêter. Et je plaisante, j'aime bien les vidéos instructives. Si vous aussi, certainement, sauf si vous n'avez pas eu Corona. Notre slogan, c'est System Change, not Climate Change. Nous voulons une profonde transformation socio-écologique de la société et qui n'est possible que si nous surmontons le capitalisme basé sur les énergies fossiles. Notre histoire est toute simple. Nous sommes des activistes pour le climat et nous mettons physiquement en face de ces grandes entreprises et nous bloquons les sites d'exploitation et nous agissons concrètement pour le climat par la désobéissance civile. Ces prochaines minutes, je vais aborder les points suivants. D'abord, vous dire un peu qui nous sommes et comment nous sommes devenus ce que nous sommes, quelles sont nos visions et nos alternatives, comment nous pensons arriver à nos objectifs et comment Corona a affecté notre travail. Très brièvement, l'histoire de Ende Gelände et qui nous sommes aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être l'année 2015, il y avait le sommet de Paris sur le climat, mais le changement climatique était plutôt un sujet un peu à l'arrière-plan. Il n'y avait presque pas de protestation visible, alors que la politique était bien pire qu'aujourd'hui encore. Et c'est dans ce contexte qu'on a fait notre première action de masse dans le bassin minier rhénan. Et à partir de ce moment-là, nous avons été très clairs sur nos objectifs. Si quelqu'un peut sérieusement faire avancer la justice climatique, c'est nous. Et si il y a une sortie du charbon, ce sera parce que nous agissons pour aller dans ce sens. Les années suivantes, nous avons donc visité tous ces sites d'exploitation et avons vraiment dénoncé cette exploitation extrêmement polluante qui est le lignite. Nous avons démasqué l'Allemagne qui se veut le champion de la protection du climat comme étant en fait le champion du lignite. Depuis le début, on était une alliance assez diversifiée avec des personnes de différents âges, d'expérience et d'expérience politique. Maintenant, nous sommes un grand réseau d'environ 60 groupes locaux. Je vous donne quelques éléments de notre pratique politique. D'abord, la transparence. Nous annonçons toujours nos actions à l'avance et nous avons un consensus d'action. Autre principe, l'ouverture. Nous voulons inclure le plus possible de personnes possibles. Nous avons toujours une réflexion sur nos pratiques. L'année dernière, nous avons créé le tronçon coloré. Ça veut dire que des familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou par exemple sur les ondes pouvaient participer à nos actions de blocage dans ce tronçon. Un autre volet, c'est le travail d'information des médias. Nous avons vraiment un travail d'information du public. Nous avons réussi à faire passer nos revendications qui semblent très gauchistes et nous avons réussi à injecter ces revendications dans le débat public et à faire une contre-narration, changer l'image qui nous présente comme extrémiste ou chaotique. Après, il y a les camps sur le climat, climate camps, qui nous permettent de vivre la démocratie que nous voulons à l'avenir. Et un dernier point, c'est le réseautage à niveau européen. Nous soutenons des actions, par exemple, en Hollande, en République tchèque, en Grande-Bretagne, et il y a régulièrement des activistes de différents pays qui rejoignent nos actions en Allemagne. Pour nous, c'est clair que la justice climatique ne peut être obtenue que par un large mouvement. La justice climatique est notre objectif, c'est notre horizon, c'est ce que nous voulons atteindre. Maintenant, je passe à nos visions, à nos alternatives. Qu'est-ce que c'est la justice climatique? Nous savons que ce concept est lié au mouvement noir de justice environnementale des États-Unis. Et donc, les questions écologiques sont intimement liées aux questions de race, de classe et de genre.
Et donc, nous voulons une justice sociale à l'échelle globale. La crise écologique n'est qu'un volet de la crise. Nous avons des structures qui génèrent l'exploitation, les inégalités, par exemple le patriarcat, le racisme, le colonialisme et le capitalisme. Et ce sont des structures qui sont inhérentes à la crise et qui sont renforcées par la crise climatique. Et donc, nous devons poser la question du système, remettre en question le système dans son ensemble. Ce que nous voulons, c'est une société dans laquelle nous ne sommes pas mis en compétition les uns les unes contre les autres. Nous voulons une société basée sur la coopération. Nous voulons une production basée sur la demande réelle et pas sur le profit. Et nous voulons une société dans laquelle nous contribuons ensemble à construire quelque chose au lieu d'être tout le temps dans des rapports d'échange. La justice climatique, c'est donc penser global et être solidaire au niveau pratique. Nous bloquons donc des structures du secteur de l'énergie, nous réduisons donc les émissions de carbone et nous réduisons aussi la destruction environnementale, y compris dans le sud. Maintenant, quelle est notre idée d'un système énergétique pour l'avenir? Nous voulons la démocratie énergétique. Cela veut dire que nous voulons un système énergétique collectivisé et décentralisé, organisé à la base. Maintenant, la question comment obtenir un tel système? Et donc, je vais parler de notre théorie du changement. À Ende Gelände, nous avons un consensus. Pour surmonter les structures sociales, économiques capitalistes et avoir une justice climatique, il faut un changement socio-écologique profond. Et le type de changement, évidemment, sur cette question, les opinions divergent. Et aussi sur la question de savoir avec qui obtenir ce changement. Et donc, nos conceptions sont régulièrement repensées et remises en question. Au début, nous avons vraiment mis l'accent sur notre propre force et on voulait se démarquer par rapport à la politique des institutions. Mais les conditions ont changé et nos idées ont aussi évolué. Et notre mouvement a vraiment gagné en largeur et en force ces 5 dernières années. Et aussi, en Allemagne, nous avons cette espèce de sortie du charbon qui n'en est pas vraiment une. Nous avons donc derrière nous une commission du charbon. C'est une instance instituée par le gouvernement allemand en 2019. Et nos premières actions visaient aussi à scandaliser cette commission dont on pensait qu'elle voulait simplement étouffer le débat, en fait pacifier, étouffer le débat. Ça n'a pas marché, nous le savons tous. Il y a eu Fridays for Futures qui ont vraiment mis ceci à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous nous sentons assez fortes pour lutter contre cette loi, éventuellement l'empêcher d'entrer en vigueur. Mais nous devons aller plus loin. Nous avons des revendications transformatives avec un surplus utopique, c'est comme ça qu'on les appelle. Et nous voulons donc construire des contre-pouvoirs, avoir des débats sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre et sur toute une série d'autres questions. Un autre aspect important de notre stratégie, c'est notre coopération avec des ONG et avec Fridays for Future. Au sein du mouvement de justice climatique, chaque groupe a son propre rôle à jouer et le nôtre, c'est d'encourager les autres à la désobéissance civile et à amener des revendications radicales. On voit que Fridays for Future est en train de se réorienter et notre rôle ici, c'est de faire des propositions sur les prochaines étapes. Je conclus sur un dernier aspect qui est important. Pour moi, Ende Gelände, c'est aussi très intéressant parce que ni moi ni d'autres personnes auront un plan préparé à l'avance pour chaque action. J'aimerais maintenant citer les apatistes qui disent questionner en marchant, donc se remettre en question pendant qu'on agit. Souvent, avant un meeting, avant une réunion, je me suis dit « Ah, mais comment on va réussir à avoir un concept ?»
L'expérience m'a vraiment montré qu'en faisant tout ce débat, le résultat est beaucoup meilleur que si c'était préparé à l'avance. Donc c'est l'ouverture et la confiance que l'on peut avoir dans le processus collectif, c'est ça qui fait notre force comme mouvement. Et j'en viens maintenant à ma conclusion sur la crise de Corona, comment notre travail politique est affecté. Bien sûr, le Covid-19 nous a complètement paralysés au début. Nous avions passé 3 mois à planifier exactement l'année 2020. Vous vous rappelez peut-être, il y avait 2020 Rise Up, donc il y avait ce grand mouvement prévu pour 2020 qui est annulé à cause de Corona. Et donc pour nous, comme les actions physiques étaient notre principal instrument, on était vraiment paralysés, on ne pouvait plus rien faire. Et le climat et le charbon ne sont pas encore revenus sur l'avant-scène après Corona. Après le premier état de choc, on a commencé à travailler sur la justice climatique. Corona, c'est pas simplement une crise sanitaire, c'est aussi une crise de la justice. Quand on parle du retour à la normalité, il faut savoir que la normalité, c'était l'exploitation, la crise climatique, les injustices de genre. Retourner à la normalité, c'est retourner à l'injustice. C'est ce que nous ne voulons pas et nous avons donc commencé à construire, à renforcer nos réseaux. Et nous travaillons par exemple avec Zeebrücke, qui est un mouvement qui travaille sur la migration. Et avec eux, nous avons fait quelques actions de désobéissance civile avec le hashtag Leave No One Behind. Et on voit aussi qu'il y a toute une série d'occasions de soutenir d'autres luttes sociales, par exemple pour des conditions de travail dans le secteur de la santé. Et nous nous sommes solidarisés aussi avec les revendications des infirmières et infirmiers. Ces luttes sont donc des opportunités politiques pour une transformation socio-écologique. Il nous faut une solidarité radicale, ce qui nous permettra peut-être de ressortir renforcés de cette crise du Covid-19. Mais évidemment, les questions suivantes continueront de nous occuper ces prochains mois. Comment retrouver notre capacité d'action et est-ce qu'on va être écouté? Ensuite, que faire pour que le climat et le charbon reviennent vraiment à l'agenda dans le débat public? Troisièmement, comment répondre au débat actuel sur la relance conjoncturelle? Nous savons que le système inclut et se base sur le racisme, sur le nationalisme et que les problèmes de relance structurelle sont dommageables pour l'environnement. Et comment faire entendre notre voix dans ce débat? Tout dernier point, la question est aussi une question qui nous concerne personnellement. La loi sur le charbon crée une situation de fait et les villages continuent d'être détruits pour l'exploitation du lignite. Que faire si la sortie du charbon n'est plus négociable et que, en fait, la loi entre en vigueur? Nous continuerons d'agir, ça c'est sûr, mais je ne peux pas vous dire maintenant comment ce sera concrètement. Merci de votre attention et je me réjouis de la discussion à venir.